Il y a Pierre qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, Pierre Éco, directeur du réseau et directeur du département de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval. Je suis en compagnie de François. On n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Donc, les objectifs de cette présentation, mais c'est de vous présenter les thématiques de recherche prioritaires des chercheurs au Québec en soins palliatifs et de fin de vie. On va vraiment être très spécifique dans le portrait des sujets, des intérêts de recherche de nos chercheurs. Puis, on va aussi évoquer là, les différents travaux en cours pour favoriser la collaboration, aussi toutes l'effort scientifique qui sont déployés, les efforts scientifiques sont déployés par les chercheurs en soins palliatifs actuellement. Donc, on va prendre vos questions à la fin. Ça va vraiment nous faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une présentation sommaire du RQSPAL. On a vraiment des données très à jour, très fraîches sur la situation des travaux, des étudiants, etc. Donc, c'est par ce qu'on va commencer. Ensuite, le portrait des intérêts de recherche des membres, les activités futures du RQSPAL et on va conclure sur cet aspect. Donc, qu'est-ce qui nous définit? Bien, on a une mission qui est vraiment de favoriser le développement, l'amélioration, la qualité, l'accessibilité, l'équité des soins palliatifs par nos activités de recherche, de mobilisation des connaissances. On s'inscrit dans une approche palliative intégrée, donc celle allant d'un diagnostic pouvant limiter l'espérance de vie jusqu'à la fin de vie et au-delà, donc dans le deuil pour la personne à tout âge, à tout cycle de vie, ses proches, mais aussi dans une perspective communautaire, en fait, dans la communauté. Donc, notre mandat, très précisément, c'est de développer la recherche en soins palliatifs par l'avancement des savoirs, des pratiques et la mobilisation des connaissances. L'objectif étant de structurer, puis aussi de favoriser le développement et la capacité de recherche en soins palliatifs pour nos chercheurs au Québec. Donc, le RQSPAL en chiffres, c'est 352 membres, 85 membres réguliers, donc des chercheurs de toutes les universités du Québec sauf une. On travaille encore sur cette. Je pense que François. On va y arriver. On va y arriver un jour, François. Quitte pas tant que c'est pas arrivé, on va y arriver. 165 membres étudiants. On a 104 membres partenaires, donc des professionnels de la santé, du réseau des collaborateurs. Et on a aussi 4 membres honoraires, qui est une relative nouveauté là, dans les 2 dernières années. En fait, c'est des chercheurs qui ont eu une contribution significative dans le domaine des soins palliatifs, puis qui continuent à inspirer, à nous conseiller, puis à graviter autour du RQSPAL. On est très privilégiés de pouvoir compter sur leur apport et leur soutien. Notre modèle de gouvernance assez classique, un comité de direction qui comprend directeur, co-directeur, directeur exécutif, avec 6 à 8 membres réguliers, un membre du comité étudiant. On a aussi une coordonnatrice qui est toujours avec nous. Ensuite, le comité scientifique qui veille en fait à nous conseiller, à nous orienter, à orienter les projets, l'animation scientifique au sein du réseau. Donc, composé des directeurs, co-directeurs, directeurs exécutifs, coordonnateurs, avec tous les responsables d'axes qui composent le réseau. Donc, on a 4 axes. On a des membres partenaires, des membres aussi du comité étudiant. On a aussi le privilège d'avoir un comité aviseur international. Donc, en plus du comité de direction, en fait, l'équipe exécutive, on a aussi des chercheurs de la Belgique, de la France, Canada anglais, d'autres chercheurs émérites qui nous conseillent, nous avisent sur des plans plus, je dirais, stratégiques, puis nous orientent finalement par rapport à la vision court, moyen, long terme du réseau. Et finalement, comité étudiant avec au moins 5 étudiants provenant des cycles supérieurs, un comité étudiant excessivement dynamique, comme vous le savez. Ils sont très engagés, qui produisent différentes activités. Je pense que François, tu vas les présenter brièvement à la fin de la présentation. Ben, on va parler d'activité à la fin. Ouais.
Donc, François vous dira un mot. On a différentes plateformes de ressources communes. En fait, les données qu'on va vous présenter proviennent de la plateforme Force, qu'on appelle, donc favoriser, optimiser la recherche en colligeant les expertises. Donc, chaque chercheur est invité, en fait, c'est comme une exigence pour être membre du réseau et d'y participer d'inscrire tous ses intérêts, ses activités de recherche, ses étudiants. Donc, ça nous permet, nous, de faciliter la mise en contact, générer des collaborations entre les membres, mais aussi de tous les acteurs impliqués en soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Donc, souvent, François, l'équipe est interpellée pour dire, bon, mais qui est expert sur, par exemple, le deuil en lien avec l'aide médicale à mourir, pour dire un exemple très récent. Donc, c'est une possibilité pour le réseau, pour François, Joanie notamment, de mettre en lien, puis aussi quand des chercheurs veulent faire des projets de recherche, monter un projet de recherche, de savoir directement qui travaille sur ces questions-là et de pouvoir les interpeller en fonction des besoins. Ça nous permet aussi de vous offrir le portrait d'aujourd'hui, qui est celui de la recherche qui se fait actuellement en soins palliatifs, puis de voir une certaine tendance, parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant, 4 ans que ces données-là sont compilées. Puis déjà, on peut voir une certaine évolution dans ce qui est fait au Québec. Donc, au niveau de la méthodologie, je vais prendre le relais pour les prochaines slides. En fait, c'est vraiment auto-complété par les membres réguliers lors de l'adhésion ou lorsqu'on a créé le registre. Donc, c'est des chercheurs, des chercheuses selon la définition du FRQ, du Fonds Recherche Québec. Donc, la première édition a été 2021-2022. Et la mise à jour qu'on vous présente aujourd'hui, vous allez voir, on a mis les deux données. C'est 2024-2025. C'est une exigence pour demeurer membre régulier du réseau. Puis aussi, vous allez voir la classification, on l'a bonifiée au cours de cette nouvelle édition-là. Fait qu'il y a des catégories, vous allez voir, qui sont comme nouvelles. En fait, puis on trouvait ça important aussi de les faire ressortir. C'est des statistiques descriptives seulement, puis je tiens à le dire encore, c'est auto-complété par les membres. Donc, on n'a pas fait un double vérification de toutes les CV pour éplucher, pour voir si oui ou non. Mais il y a une chose qui est importante, c'est comme vous pouvez voir, il y a 59 membres qui l'avaient complété en 2021-2022, puis là, il y en a 82 membres qui l'ont complété lors de la mise à jour. Fait que vous allez voir qu'il y a comme des chiffres aussi qui sont différents, évidemment, mais c'est à cause aussi de cette disparité-là. Puis aussi, ça démontre on a réussi à recruter pas mal de membres en quelques années. Donc voilà. On va y aller assez rondement. Je tiens juste à dire qu'on va pas essayer de trop vous gaver de chiffres, mais il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que prenez-en, prenez ce qui vous intéresse, puis après ça, on discutera à la fin si vous avez des interrogations. Puis je tiens à dire aussi que tout ça va être en ligne, accessible, donc pas besoin de prendre bien de notes là, pour tout savoir, là, mais bon. Euh, donc, juste pour nos chercheurs, la ligne bleue, fait que là, ça c'est important. Les chiffres en bleu puis les lignes bleues, c'est 2024-2025. Puis en orange, c'est 2021-2022. Donc, si votre cerveau est trop submergé de données, vous pouvez juste regarder la colonne bleue avec les pourcentages bleus. Si vous voulez voir l'évolution puis le comparatif, vous pouvez regarder la colonne orange puis mettre en relation. Grosso modo, comme vous pouvez voir, on a une belle répartition au niveau de nos membres. Et nouveauté, yay! Il y a quelqu'un du Cégep de Drummondville qui s'est joint à nous. C'est une percée nouveauté, en fait, pour nous. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez une belle répartition. Il y a un peu moins de membres en 2024-2025 qui proviennent des UQ. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on essaye de vraiment intégrer les gens là, qui participent, en fait, qui travaillent sur le domaine des soins palliatifs d'un peu partout. Belle montée de Sherbrooke, par ailleurs. Fait que voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on est dans toutes les universités ou à peu près au Québec, sauf l'UQAT. Un jour, ça va arriver. Ça, c'est les disciplines de recherche. Donc, grosso modo aussi, c'est juste pour vous dire que on a regardé cette réalité-là qui nous semble fondamentale pour voir aussi qu'est-ce qu'ils font puis où est-ce qu'ils proviennent. Donc, c'est vraiment le pourcentage des membres qui touchent telle ou telle discipline de recherche. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas, en haut, c'est pas des médecins, ils s'intéressent à la médecine.
Comme vous pouvez voir, on a 48% des membres qui s'intéressent à des disciplines sociales, humaines, des sciences humaines, excusez-moi, et sociales, 42% sciences plus les sciences de la santé biomédicale, puis 9% dans les autres. Puis les autres, là, il y a droit, il y a quelques affaires là-dedans, évidemment. Et comme vous pouvez voir aussi, c'est intéressant de voir la répartition. On a quand même, bon, la médecine est numéro un, sciences infirmières est numéro deux, psychologie quand même aussi pas loin derrière. Mais il y a plusieurs domaines qui sont aussi intéressants à regarder, dont l'information, informatique et sciences des données qui est comme nouveau. C'est une nouvelle affaire qui est arrivée. Je tiens à dire qu'il y a eu des recatégorisations aussi parce que épidémiologie et santé des populations ainsi que droit et législation pouvez voir entre 2021 et 2022, il y a comme une diminution drastique, mais c'est de la recatégorisation, là. C'est pour ça qu'il y a eu des changements comme ça. Grosso modo, on peut dire vite, vite comme ça qu'on a beaucoup de chercheurs qui touchent à beaucoup de disciplines. Fait que c'est ça la force d'un réseau, en fait, c'est d'attaquer un problème selon différents angles. Puis vous en avez un bel exemple ici là, de la disparité. Voilà. Les occupations, ça veut dire autre que professeurs et chercheurs, chercheuses. C'est si on a vraiment une profession, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 84% des membres qui exercent un rôle terrain, puis versus en 2022, 2021, 2022, c'était 80, fait qu'il y a eu une augmentation là. Infirmière numéro un, médecin spécialiste, médecin généraliste, on avait 17%. Chose qui est complètement différente de d'autres réseaux thématiques qui, eux, sont plus dans le coin de 50, 60, même 75%. Fait que nous, on a vraiment une répartition assez intéressante de ce point de vue-là, même un intervenant en soins spirituels qui est là, qui n'était pas là avant. Fait qu'on est content. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, autant beaucoup de sciences sociales, comme on a dit, mais aussi directement en sciences de la santé, là. Celle-là, je l'ai ajoutée parce qu'on a fait la même présentation à l'Association québécoise, au congrès de l'Association québécoise des soins palliatifs et de fin de vie la semaine dernière. Celle-là, je l'ai ajoutée parce que je trouvais ça intéressant aussi de montrer que nos membres sont 66%, en fait, les 2 tiers de nos membres font partie d'un autre réseau thématique au Québec. Ça démontre qu'il y a des liens de proximité qui existent. Puis aussi, il y a des affinités qui, tu sais, nos membres, ils ne jouent pas juste soins palliatifs pur et dur, ils s'intéressent à d'autres aussi thématiques de d'autres réseaux. Fait qu'à cause de ça, ça crée aussi des opportunités de collaboration entre les réseaux et le nôtre. Comme on a présentement un groupe de travail qui va débuter sur le corps, puis aussi on a déjà fait des alliances avec le CREGES, le RQRD, le CRISE et le RISIC. Donc, c'est je pourrais tous vous appeler les acronymes, mais il y en a tellement que je vais vous laisser les découvrir. C'est juste pour vous dire, c'est ça, que nos membres sont vraiment ancrés dans d'autres réseaux thématiques. Puis c'est intéressant aussi de voir cette disparité-là. Grosso modo, là, nos chercheurs, c'est des bons chercheurs. C'est aussi simple que ça. 62% sont affiliés à un centre de recherche. Il y en a 11% présentement qui sont titulaires d'une chaire de recherche. Ils ont 301 subventions actuellement au total. Ça fait en moyenne 3,7 subventions par chercheur. Il y a 50% des chercheurs, chercheuses qui ont été depuis le début de la création du RQSPAL ou qui sont présentement chercheurs boursiers. Puis, comme j'ai dit, 66% sont membres d'un autre réseau thématique. Maintenant, là, je vous ai juste brossé le portrait des chercheurs en tant que tels, les chercheurs, chercheuses. Maintenant, on va aller plus en profondeur dans qu'est-ce qu'ils étudient, quelle discipline les intéresse, c'est quoi les intérêts. Donc, si on regarde les stades de vie étudiés par les membres, ben, l'adulte et les personnes âgées sortent numéro un. C'est là qu'on a la plus grande concentration de chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques-là. Il y a quand même une stabilité au niveau de l'enfance, adolescence, périnatale et néonatale. C'est quand même assez stable parmi nos membres, mais on voit aussi que c'est un petit peu moins étudié. Euh, mais l'augmentation la plus importante était vraiment au niveau de l'adulte puis de la gériatrie. Si on regarde les groupes de population étudiés par les membres, le patient directement en 2021-2022 était à 98%, donc 100% ou à peu près s'intéressait à ça. Maintenant, c'est 90%. Donc, il
il y a une plus grande disparité dans aussi les groupes de population qui intéressaient les chercheurs. Les professionnels et intervenants de la service, système de santé, en fait, 86%, fait qu'il y a quand même un gros pourcentage des chercheurs qui s'intéressent à ça. Les proches, aidants, famille et proches, je voulais décliner, en fait, il est décliné en bas, qui est les personnes proches aidantes à 62%. La famille aussi qui est très, très, très présente, 61%. En général aussi 31%. Et puis le couple, diade, la fratrie, les amis, qui sont pas beaucoup étudiés, mais quand même. Fait que c'est quand même quatre chercheurs sur cinq qui s'intéressent à la réalité de la proche aidance, de la famille et des proches. Pour ce qui est si j'en reviens en haut, population générale, communauté, j'ai un chercheur sur deux qui s'intéresse à ça. Puis une nouveauté qu'on n'avait pas lors du dernier recensement, c'est on a mis une catégorie population vulnérable, minorité et marginalisée. On a un chercheur sur cinq qui s'intéresse à ça, puis je vais vous le montrer sur la prochaine diapositive. J'allais dire à cette date, mais j'aurais trahi mon âge. Les bénévoles, j'ai à peu près, on a un chercheur sur cinq aussi qui s'intéresse aux personnes, les bénévoles. Population vulnérable, minorité, marginalisée, c'est nouveau. Avant, on ne l'avait pas catégorisé. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent présentement, mais quoi qu'on sent qu'il y a vraiment une montée de cette réalité-là. D'ailleurs, là, qui se parle, on a un axe carrément qui s'intéresse aussi à cette clientèle-là qui est l'axe 3. Parmi les catégories qui sont intéressantes, la santé mentale, problématique de santé mentale, on sait maintenant avec toute l'AMM, qu'est-ce que ça pourrait potentiellement engendrer, c'est intéressant. Les communautés LGBTQ+, la situation aussi, les situations géographiquement éloignées des centres urbains, ça peut être aussi, en fait, avec le corps, on va développer quelque chose dans les prochaines années personnes en situation d'itinérance, minorités visibles, culturelles. Les peuples autochtones, Premières Nations, on a seulement trois chercheurs. On espère que d'autres vont se joindre à nous dans les prochaines années. Puis voilà, on a même aussi quelques personnes qui s'intéressent aux migrantes, réfugiés et demandent d'asile. Et puis là, on va y aller aussi. J'essaie de vous dire un peu qu'est-ce qui ressort le plus parce que, comme vous pouvez voir, on a beaucoup, beaucoup de données. Les maladies ou troubles spécifiquement étudiés par les membres, les soins palliatifs en général, oui, c'est fou, on ne l'avait pas mis comme catégorie en 2021-2022. Fait que là, on l'a mis. Fait que là, un chercheur sur deux s'intéresse. C'est encore l'ONCO qui sort en premier. Et évidemment, toutes les conditions sortent. Il y en a qui n'ont plus de préférence, aucune préférence. Et ça sort quand même, là, je dirais, un chercheur sur trois. Troubles neurocognitifs, démence, Alzheimer, maladie dégénérative, c'est quand même aussi un gros, gros aspect qui est étudié. Comme mais il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au MPOC, maladie cardiaque, intéressant. SLA, SIDA est très faible. Puis on a 10% des chercheurs qui s'intéressent à aucun trouble spécifiquement. Donc, soit ils étudient d'autres volets, soit ils étudient pas vraiment une maladie ou un trouble. Les milieux de soins étudiés par les membres, comme vous pouvez voir, c'est les hôpitaux universitaires qui arrivent bonne première, quatre chercheurs sur cinq qui étudient ça. Le domicile arrive deuxième, chose qui est la priorité au niveau une des grandes priorités du système du ministère présentement pour garder le plus possible à domicile les personnes. Les unités de soins palliatifs sont augmentées un petit peu à 43%. Les maisons de soins palliatifs à 41%. Réalité un peu particulière aussi du Québec. Oui, il y a des hospices ailleurs, mais le modèle des maisons de soins palliatifs est quand même intéressant là, au Québec à étudier. Puis on a créé un axe 4 sur l'aspect au niveau communauté, organisme communautaire, puis c'est là qu'on voit qu'on a été, c'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment aussi un bon pourcentage de nos membres qui ont en fait, qui s'intéressent à cette thématique-là.
Fait que, grosso modo, on a des gens qui s'intéressent au RPA, aux ressources intermédiaires et au CHSLD. Et en général, chaque chercheur s'intéresse à 4,5 milieux de vie, donc de soins de vie. Fait que c'est quand même une belle répartition. C'est rare qu'un chercheur va s'intéresser uniquement à une catégorie ou un milieu de vie. Habituellement, ils vont regarder, ils vont comparer avec d'autres. Euh, les domaines actuels, puis là ça, c'est la grosse slide, parce qu'après ça, Diane va avoir l'ingrate, non? En tout cas, de répartir chacune des catégories que vous voyez là, on va les décliner par la suite. Donc, puis vous allez voir, il y a quand même dans chaque élément, il y a beaucoup de matière. C'est les aspects psychologiques et psychiatriques des soins qui remportent la palme d'or. Donc, on a 9 chercheurs sur 10 qui s'intéressent à ça dans leur pratique, excusez, dans leur recherche. Après ça, on peut dire les soins des personnes dont la fin de vie est imminente ou en préparation à 88 mais on a vraiment des gens qui s'intéressent aux structures et processus de soins, aspects sociaux des soins, acquis, compétences et connaissances, les aspects spirituels, religieux, existentiels des soins, physiques, culturels, éthiques, moraux et légaux, puis les aspects épidémiologiques et des données. Fait que c'est ça qu'on va vous décliner dans les prochaines je dirais, slides. Mais comme vous pouvez voir, entre 2021 puis aujourd'hui, ça a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de changements, là. Ça a été quand même relativement stable. C'est sûr que ça fait juste 2 ans. On a bien hâte de reconduire l'exercice dans 2 années, puis après ça, dans 2 années plus loin. Puis là, on va peut-être voir des tendances un peu là, de mouvement. Mais grosso modo, comme vous pouvez voir, les chercheurs s'intéressent à pas mal beaucoup tous les domaines. Puis on vous a fait un petit slide là, vite, vite comme ça, le top 7 des domaines les plus étudiés, puis après ça, on va les décliner. Puis comme vous pouvez voir, en 2021-2022, qui est à droite, puis 2024-2025 à gauche, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements là, dans le top 7 là. Le numéro 3 et le numéro 4 sont inversés, donc la qualité de vie au niveau des aspects physiques des soins était le numéro 4 mais avant, maintenant rendu numéro 3. Puis le vécu des proches, tous les aspects psychologiques et psychiatriques, ben, ils ont changé de position, mais sont quand même encore là, relativement fortement étudiés. Puis il n'y a pas eu beaucoup de changements. Qu'est-ce qui est intéressant, peut-être, c'est la mobilisation des connaissances et acquis compétences et connaissances en 2021-2022 était le septième. Puis là, il est comme rendu plus bas. Fait que c'est ça, c'est juste une constatation. Comme on dit, on n'a pas fait des études approfondies sur tout cela. Euh, Fait que voilà, sans plus tarder, je vais redonner la parole à Diane en lien avec les aspects physiques des soins. Donc, c'est déjà un portrait très détaillé des thématiques, mais on va aller un petit peu plus en détail. Puis je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous donner des exemples de sujets, de projets de recherche en cours en lien avec chacune des thématiques. Donc, en ce qui concerne l'aspect physique des soins, comme François vous disait, bon, les composantes de qualité de vie, d'évaluation, de gestion de symptômes avec les symptômes physiques, et validation d'outils, bien entendu, pour aller évaluer faire des portraits ou encore voir l'efficacité d'intervention. Ça prend des bons outils. Donc, les chercheurs se consacrent à ces aspects-là, les traitements non pharmacologiques, pharmacologiques. Ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a plus de chercheurs en nombre absolu qui sont dans le réseau, mais qui se concentrent sur ces travaux-là. Mais on voit une grande augmentation, ben, en fait, qui n'était pas présente dans le passé en lien avec la gestion de symptômes par les personnes proches aidantes, compte tenu, comme François l'évoquait, de la prépondérance ou l'importance qu'on veut donner au domicile, mais c'est aussi en lien avec le rôle des proches aidants. Donc, c'est pas un hasard que ces thématiques-là commencent à émerger davantage. Donc, en termes de sujets d'études,
Des exemples, il y a des chercheurs qui s'intéressent à l'élaboration d'outils visant à mesurer la qualité de vie chez des enfants en tête cancer. Un projet de stimulation magnétique des muscles. On est vraiment sur l'aspect physique en contexte de soins palliatifs et de fin de vie pour gérer la douleur périphérique, la constipation chez les personnes sous traitement aux opioïdes. La gestion de la douleur totale en soins palliatifs oncologiques. En lien avec une approche pharmacogénomique spirituelle. On voit vraiment la combinaison, la collaboration très active entre des chercheurs plus du côté de la pharmacie et de la théologie sciences religieuses. Donc maintenant, les aspects psychologiques, psychiatriques des soins, encore sous une composante plus globale de qualité de vie, mais vient tout de suite après le vécu des proches, les besoins psychosociaux, le vécu des professionnels et des intervenants du réseau. Donc il y a une certaine stabilité en termes de sujets d'études. Mais ce qu'on voit aussi, la gestion, encore là, la gestion des symptômes, cette fois psychologiques, psychiatriques, par les personnes proches aidantes. Donc, en termes de sujets d'études, certains s'intéressent à la souffrance psychologique chez les hommes âgés atteints d'un cancer incurable, les enjeux psychosociaux entourant la maladie grave d'un enfant, l'utilisation de la psilocybine dans le soulagement de la détresse existentielle en fin de vie, les facteurs psychosociaux prédictifs de l'attitude à l'égard de l'aide médicale à mourir ou des requêtes d'assistance à la mort, les effets thérapeutiques et narratifs de l'art, etc. Donc, c'est assez diversifié et ça intéresse beaucoup les chercheurs. Les symptômes physiques, psychologiques et psychiatriques, si on regarde le type de symptômes physiques, la douleur vient en premier, même on a une augmentation de la proportion de chercheurs qui s'y intéressent, la dyspnée, donc tout ce qui est essoufflement, problème respiratoire, la détresse respiratoire, qui est peut-être une recatégorisation ou une nouvelle catégorie qui n'était pas présente dans le passé. La fatigue en proportion devient, il y a plus de chercheurs qui s'y intéressent comparé au dernier répertoire, la constipation. Je pense que j'en suis, je suis peut-être le 1 qui... Dans le deux. Ah, il y en a deux, bon, excellent. J'ai une amie. Les nausées, vomissements, donc, qui sont étudiés. Donc, les projets de recherche en cours touchent, bon, oui, la détresse respiratoire, les troubles moteurs en lien aussi avec la constipation. Par rapport aux symptômes psychologiques, si on regarde spécifiquement, il y a l'anxiété. Tous symptômes psychologiques, donc anxiété, dépression, détresse confondus, la dépression, le délirium. Donc, on voit en ce qui concerne la dépression, notamment l'insomnie, on voit en fait une recrudescence de l'anxiété aussi en proportion. Il y a plus de chercheurs qui s'intéressent. Donc, comme projet en cours, il y a des projets en lien avec le désir de mourir, la peur de la récidive avec tous les symptômes de syndrome post-traumatique, de syndrome de choc post-traumatique en lien avec la peur de récidive. Les traitements non pharmacologiques, les interventions, on voit une grande proportion augmentée en lien avec des interventions psychosociales, la thérapie cognitive et comportementale. Donc, on a beaucoup de psychologues, travailleurs sociaux, des intervenants qui se concentrent sur ces dimensions-là. Une nouveauté cette année, puis c'est probablement une recatégorisation aussi, une intervention psychoéducative, plusieurs groupes de soutien. Il y a aussi des interventions qui n'étaient pas présentes dans l'ancien répertoire, donc des interventions touchant la réalité virtuelle. On a aussi plus de chercheurs qui sont en réadaptation aussi, donc on le voit là. Les outils numériques, la stimulation électrique, la stimulation magnétique, puis on voit aussi la thérapie assistée par les psychédéliques qui font partie aussi à la fois pharmacologique, mais c'est aussi une composante d'intervention psychosociale.
Les soins spirituels, on voit une très grande augmentation en proportion. En fait, je pense que c'est une des diapositives, puis il y a peut-être Il y a plus quelques-unes de qui mouvement. a le plus de mouvements. On voit en fait une évolution des des changements dans les intérêts, les thématiques de recherche. Comme sujet d'étude, bon, mais l'utilisation des technologies dans l'offre de soins auprès des personnes âgées vivant avec des troubles cognitifs. On a aussi des groupes de soutien qui sont évalués, les soins spirituels qui maintenant font partie de l'arsenal thérapeutique en fait qui est évalué par nos chercheurs dans le cadre de recherche. Puis les champignons magiques, toujours Oui, c'est ça. nouvelle affaire. Oui, ben c'est dans l'aspect pharmacologique et psychothérapeutique. Les thérapies complémentaires alternatives, en comparaison ou en proportion, on a encore des chercheurs qui s'intéressent à la méditation pleine conscience. C'est somme toute un bon nombre de chercheurs, mais en proportion moins élevée que dans les années précédentes. Au contraire de l'art-thérapie, l'hypnose ou d'autres formes de thérapie complémentaires qui sont étudiées. D'autres exercices qui, en fait, allient les médecines alternatives, ou en tout cas des pratiques corps-esprit, comme le tai chi, le yoga, qui ont montré quand même beaucoup d'efficacité en lien avec l'oncologie, notamment. Euh, donc, en termes de projet, je note ici le training autogène, et je lis parce que, bon, je ne suis pas une experte en la matière, donc training autogène pour relaxer corps-esprit, des projets en lien avec l'hypnose et l'imagerie guidée chez une clientèle de soins palliatifs à domicile. Donc, on a plusieurs types de projets ici qui montrent la diversité et ce qui constitue une force de notre réseau. Les aspects sociaux des soins. Beaucoup de chercheurs s'intéressent à la communication patient, famille, proches, professionnels de la santé, dans une proportion, somme toute, assez comparable à ce qu'on avait vu dans les années précédentes, avec comme différence notamment l'intérêt pour le fardeau des proches aidants, euh, l'approche de santé publique, l'approche de promotion de la santé en soins palliatifs, les impacts dans les milieux du réseau social, donc des milieux qui ne sont pas classiquement reconnus comme les milieux intégrant une approche de soins palliatifs comme l'école, le travail, tout ça. Donc, c'est une thématique qu'on peut voir ici émergente et qui intéresse une proportion intéressante de nos chercheurs, aussi des enjeux de littératie sur la mort. On a eu notre journée scientifique internationale qui traitait de ce sujet-là, mais qui constitue en fait une thématique émergente. Donc, c'est important. Comme sujet, comme projet actuel, l'expérience des professionnels de la santé et des services sociaux, de l'intervention auprès des familles en deuil, la sensibilisation des jeunes en milieu scolaire au mourir et à la mort en contexte de diversité, augmenter le soutien pour soutenir les proches aidants des personnes en fin de vie à domicile, l'accompagnement des familles avec des enfants mineurs dont un parent est atteint de cancer avancé, une meilleure compréhension de l'expérience de deuil des jeunes aidants pour mieux les soutenir, etc. Les aspects spirituels, religieux, existentiels des soins, on revient avec la thématique de qualité de vie. Certains travaillent spécifiquement sur la notion de sens, de valeur, aussi le vécu des professionnels, des intervenants qui on voit une certaine augmentation en proportion du nombre de chercheurs. Les besoins existentiels et spirituels des personnes, on voit que c'est pas tout à fait, là, mais une augmentation là, près un peu moins de la moitié des chercheurs qui s'intéressent à cette thématique-là. Le désespoir, démoralisation, les interventions spirituelles. Donc, on voit une belle brochette de chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques-là. Comme sujet, dialoguer sur la mort avec des enfants dans un contexte spirituel, la psychothérapie cognitive existentielle en oncologie, la psychothérapie existentielle pour la souffrance totale en fin de vie, la continuité rituelle et symbolique en soins palliatifs et fin de vie et au-delà. Donc, tous les thématiques tous les titres que je vous donne, en fait, ce sont des projets, les titres des projets des chercheurs.
Les aspects éthiques, moraux et légaux des soins, on voit une belle augmentation aussi en termes d'éthique des soins, l'aspect moral des soins palliatifs et de fin de vie, le consentement, toutes les questions des droits, des lois, l'objection de conscience aussi qui a une augmentation. Puis, on voit apparaître une nouvelle thématique qui est la protection des personnes vulnérables sous l'angle spécifique éthique, morale et légale. Donc, en termes de projet, les enjeux juridiques et éthiques des soins de fin de vie chez les mineurs, la compréhension de l'objection de conscience chez les infirmières en contexte d'AMM, les enjeux éthiques liés au processus communicationnel et décisionnel en fin de vie. Maintenant, l'aspect culturel des soins, où on voit apparaître beaucoup de nouvelles thématiques, comme François l'évoquait, les valeurs, les pratiques culturelles, les croyances, les déterminants sociaux de la santé, on voit une bonne augmentation une augmentation de 10% en proportion des chercheurs qui s'intéressent à cette thématique-là ou qui y travaillent. Et les représentations culturelles, sociales, les enjeux de genre, de religion, ethnoculturelles, les notions aussi de handicap, de sécurisation culturelle sont des sujets qui, on voit, je dirais, une augmentation en proportion de nos chercheurs sur ces thématiques-là. Mais aussi toute la question de la discrimination, l'exclusion, la marginalisation, l'adaptation culturelle des soins, les peuples autochtones spécifiquement, aussi l'intégration des médecines traditionnelles. En termes de sujets d'étude, perception des soins de fin de vie dans les communautés autochtones, mieux comprendre les expériences des personnes en situation de pauvreté et de marginalité pour améliorer les pratiques, les services sociaux de santé et un projet en lien avec l'équité sur le plan ethnique pour les personnes atteintes de maladies graves. Maintenant, si on se concentre sur les soins aux personnes dont la fin de vie est imminente ou en préparation, donc qui s'intéressent à la phase terminale, j'oserais dire, de la maladie ou des maladies des personnes. Donc, en proportion, il y a j'oserais dire, une stabilité, même une transition dans certaines thématiques qui ont un certain recul par rapport à ces thématiques-là. Donc, quand même, une bonne proportion là, de nos chercheurs s'intéressent au vécu des proches, vécu des professionnels. Beaucoup s'intéressent à l'aide médicale à mourir, la planification de la fin de vie et des soins, le deuil, le post-deuil. Le vieillissement, l'agonie, le fardeau, là, des thématiques qu'on a vues. Puis, je dirais plus une nouvelle thématique qui intéresse en fait un chercheur, mais possiblement plusieurs chercheurs en lien avec, éventuellement au cours des prochaines années, en lien avec la finitude ou les aspects davantage philosophiques ou existentiels en lien avec cette question-là. Je l'avais nommé Oui, médical à mourir, ça, oui, tu voulais ajouter quelque l'AMM a augmenté de 3%. Ouais, On aurait pensé que ça aurait été encore plus, mais ouais. entre les deux, seulement 3% de plus en pourcentage des chercheurs. Inquiétez-vous pas, lâchez pas, il reste comme Oui. 3-4 slides. Puis en fait, c'est que déjà en 21-22, on avait beaucoup Ouais, de chercheurs qui s'y ouais. intéressaient déjà. Donc, c'est quelque chose qui continue d'intéresser, mais qui déjà, on était à l'avant-garde des travaux de recherche. En termes de sujet, qualité des soins de fin de vie en contexte de démence et facteurs d'influence, prise de décision en lien avec la fin de vie d'une personne âgée vivant avec un trouble neurocognitif majeur, l'utilisation de médications psychotropes en fin de vie, le vécu des familles endeuillées, des proches en contexte d'AMM, etc. La structure, le processus de soins. Le 50%, la moitié des chercheurs du réseau s'intéressent à toute la composante d'interdisciplinarité, de continuité des soins, le vécu expérientiel, la satisfaction des soins, la coordination, la décision partagée. Donc, on voit une certaine stabilité
des sujets. Soins palliatifs précoces, c'est une thématique qui intéresse de plus en plus les chercheurs, les enjeux de lieux d'essai également. On voit comme thématique émergente l'économie de la santé en lien avec les soins palliatifs, l'utilisation de nouvelles technologies, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Donc, on montre qu'on a été chercher des chercheurs et je dirais, des expertises spécifiques qui sont complémentaires, mais vraiment importantes pour continuer d'évoluer comme réseau. En termes de sujet d'étude, de processus de décision suivant l'annonce anténatale d'un pronostic sombre, la création d'un outil d'aide à la décision partagée en lien avec le domicile comme lieu d'essai pour soutenir la décision. L'implantation au milieu hospitalier d'une approche de soins palliatifs précoces auprès de personnes atteintes de cancer du poumon. C'est toutes sortes ça fait partie des projets de recherche en cours. Acquis, compétences et connaissances, on a dit que bon, la mobilisation de connaissances était un sujet qui était moins prioritaire pour les chercheurs. Donc, on voit un certain recul, mais tout de même, c'est la moitié de nos chercheurs qui ont des activités ou qui s'y intéressent dans le cadre de leur projet. Les besoins éducatifs des professionnels et intervenants du réseau de la santé, le développement des compétences, puis ce qu'on voit apparaître comme sujet, comme je disais tout à l'heure, la vulgarisation, peut-être au niveau de la population, en lien avec les soins palliatifs et de fin de vie, des systèmes de santé apprenants ou des approches mettant de l'avant des systèmes de santé apprenants, les communautés de pratique, les besoins éducationnels et de formation des bénévoles. Donc, comme projet en cours, l'état de la formation au Québec sur les enjeux de la mort et du deuil, particulièrement en deuil périnatal, le développement et l'évaluation d'une formation interprofessionnelle sur la détermination des objectifs de soins avec la personne malade et ses proches, et l'intégration des bénévoles en soins palliatifs. C'est ma dernière, dans mon sprint de présentation en continu de graphique, c'est ma dernière en lien avec l'aspect épidémiologique et les données. C'est un sujet émergent, quelque chose de nouveau dans les 2 dernières années au sein du réseau. Le suivi populationnel, l'utilisation des données clinico-médico-administratives, la vulgarisation des soins palliatifs, tout ce qui est données massives, mégadonnées, intelligence artificielle, c'est une thématique novatrice. Puis ce qu'on voit aussi, puis je dirais que le réseau a été assez proactif dans le développement ou la recherche de ces expertises-là appliquées aux soins palliatifs. Donc, le développement, comment développer des indicateurs, le processus de développement d'indicateurs en lien avec la santé publique, le développement d'études de cohortes, en fait, dans l'objectif de créer des banques, de développer des biobanques ou d'avoir aller chercher des expertises de chercheurs qui ont ça comme élément principal de compétences, la valorisation des données, l'éthique liée à l'utilisation des données, de sorte à favoriser des maillages, puis à augmenter notre capacité de recherche en soins palliatifs. Comme sujet d'étude, projet qualité des données, l'application des ontologies, terminologie biomédicale pour automatiser le processus. Oh, le titre est long, je m'attendais pas à... Bon, automatiser le processus d'intégration d'analyse des données, développement d'un outil de suivi des trajectoires patients, donc un process mining, indicateur de soins palliatifs de qualité, application d'analyse par apprentissage machine, fouille de processus sur les données clinico-administratives pour décrire et prédire les trajectoires des individus en soins palliatifs et de fin de vie. Je vais prendre quelques minutes juste pour conclure, puis vous montrer un peu quelques autres réalités, puis faire un petit peu de coup de pub pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient au RQSPAL. 352 études présentement ont été approuvées par un CR au total. Il y en a 132 qui ne nécessitaient pas non plus une approbation CR. Comme vous pouvez voir, il y a des chercheurs qui ont jusqu'à 16 études en cours et 10 études en cours qui ne nécessitent pas de comité d'éthique. C'est énorme. Vous pouvez aussi constater qu'en moyenne, il y a 4,3 études par chercheur qui sont approuvées par un CR, puis 1,6 non approuvées. Fait qu'en moyenne, chaque chercheur roule à peu près 6 études. 180 étudiants au cycle supérieur, dont 165 membres étudiants, 42 en maîtrise, 57 au doc et quelques-uns post-doc. C'est assez rare quand même.
Je lève mon chapeau à la personne qui encadre et supervise 9 étudiants. Bravo. Hercustal, on a une belle infolette. Je vous dis, elle est publiée aux 2 semaines. On en a fait 163 depuis qu'on existe en 2018. C'est quand même beaucoup de travail. Mais abonnez-vous. Vous avez tout là-dedans, autant des bienfaits, un suivi d'actualité, les conférences, nos activités. Gênez-vous pas. Quelques activités à venir, ben, une prochaine conférence mensuelle à chaque mois. Aussi, on a un podcast étudiant les humains derrière la recherche en soins palliatifs sont disponibles sur toutes les plateformes si ça vous intéresse. Notre prochaine journée scientifique est le 3 novembre et ce sera sur la post-aidance. Et on a une journée scientifique francophone internationale. La prochaine édition va être en février 2026. On n'a pas encore la thématique, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'en 2027, on ait le premier congrès scientifique francophone international de recherche en soins palliatifs. On vise pour l'automne 2027 à Québec un congrès sur 2 jours. On a ciblé beaucoup de partenaires, on fait beaucoup de rencontres et ça va continuer dans les prochaines années. Si vous êtes intéressé à vous impliquer au sein du Hercuspal, vous pouvez rejoindre le Hercuspal. On a des demandes d'adhésion, on a plusieurs catégories de membres. Qu'est-ce que ça vous donne? Ben, c'est gratuit, premièrement, c'est important. Puis vous allez pouvoir participer à toutes nos activités de mobilisation de connaissances. Puis aussi, vous allez pouvoir un peu aussi avoir des exclusivités, même participer à nos axes de recherche, qui est une belle façon aussi de vous impliquer en recherche. Conclusion, ben, comme vous avez pu le constater, les initiatives portées par les chercheurs, c'est vraiment, ça démontre une approche globale, holistique, mais innovante aussi. Vous avez vu des nouvelles catégories qui ont émergé. C'est quelque chose de nouveau, puis c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les chercheurs. Alors, qui se parle, on contribue, on espère, à transformer significativement les soins palliatifs au Québec. Et puis aussi, la recherche en soins palliatifs contribue à construire un avenir. Puis c'est important afin de recevoir des soins de qualité, respectueux et équitables. Puis c'est en formant un réseau solide comme le nôtre on tente de co-construire aussi avec autant la communauté, les professionnels de la santé, les chercheurs, qu'on va essayer du mieux qu'on peut, en fait, puis optimiser les soins qui sont donnés à la personne ayant une espérance de vie limitée et à ses proches. Voilà. Sur ce, merci. Vous avez mes coordonnées si vous voulez écrire, nous écrire. Merci infiniment pour votre patience.